Sous les applaudissements, le dernier atterrissage du Concorde d'Air France avec 79 passagers à bord. Construit à seulement 20 exemplaires, le Concorde avait ses admirateurs, émotion et nostalgie. Le supersonique achèvera sa vie dans les musées. Saint-Pétersbourg marque les retrouvailles de la communauté internationale après le conflit en Irak. George Bush vient d'arriver pour assister aux festivités du tricentenaire. Volonté d'ouverture, de réconciliation. Le dialogue est ouvert donc. À partir de demain dimanche, l'augmentation du prix du timbre. Il coûtera désormais 0,50 centimes d'euros. Le gouvernement avait différé cette hausse, la première depuis 1996. Journée mondiale sans tabac avec pour thème le cinéma qui doit montrer l'exemple, mais les héros sur grand écran ne sont pas encore asphyxiés dans la plupart des grandes productions hollywoodiennes. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 27 années d'exploitation, l'aventure de Concorde s'est achevée aujourd'hui. Tout le personnel de la compagnie d'Air France était présent pour un dernier salut. Une page qui se tourne, Concorde s'en ira faire rêver les enfants des musées. Cet après-midi à 17h45, ces roues ont touché le tarmac. Concorde a vécu. Stéphane Despinois, Valérie Lucas. New York-Paris en 3h30, c'est fini. Le Concorde Sierra Delta s'est posé en fin d'après-midi à l'aéroport de Roissy. La belle aventure supersonique se termine. Devant le siège d'Air France, ils sont nombreux, petits et grands, à vouloir rendre un dernier hommage au supersonique et à ses équipages. C'est pour une amie à moi qui fait le dernier vol aujourd'hui, tout à l'heure. Il est 18h, le Concorde apparaît en bout de piste, entouré d'une escouade de véhicules. Le drôle d'oiseau blanc s'arrête devant le personnel de la compagnie. Il salue avec son bec si particulier. Pourquoi t'es triste aujourd'hui ? Parce qu'il arrête. C'est ça qu'on a eu de la chance, c'était merveilleux d'en faire partie, c'était bien. Non mais c'est normal, on peut pleurer. Ça rappelle beaucoup de très très beaux souvenirs et c'est difficile de voir partir 10 ans de ma vie de navigante sur cet avion comme ça. Il est 18h30, un autre Concorde traverse le ciel de Roissy. Le Fox Bravo achève sa boucle. Il a emmené une centaine de passagers pour un tour à Mach 2. Je crois qu'on ne réalise pas pour le moment, ça sera avec le temps. Aujourd'hui, il est encore présent, bien présent, puisqu'on le voit, la boucle va se poser, mais ça sera dans quelques temps. Je pense qu'il y aura vraiment le manque qui va s'installer. C'est toujours très émouvant de voir partir en avion. Pourquoi? Parce qu'en avion, on s'identifie d'abord pour le travail, mais également, un avion, je dirais que c'est le transport de nos rêves d'enfance. Concorde ne déchirera bientôt plus le ciel, mais les inconsolables pourront lui rendre un dernier hommage au musée. Devant près de 15 000 fans qui ont passé une partie de la journée aux abords de Roissy, le vol AF001 s'est donc posé il y a un peu plus de 2 heures. Dernier atterrissage pour le supersonique. Concorde part donc à la retraite, une retraite forcée par les événements. Salué par une escouade de policiers, pompiers, gendarmes sur le tarmac, le Concorde Sierra Delta a replié ses ailes. Luc Bazizin, Philippe Quéroux. Des kilomètres de bouchons et des badauds à perte de vue. Roissy est devenu, le temps d'une journée, le lieu touristique. Avec une idée en tête, la recherche du bel oiseau d'acier. Il est là-bas. Regarde, tu vois là. Tu vois pas tout au fond, tout au fond? Non mais là, moi je vois plus rien maintenant. La sortie du dimanche pour un safari photo historique. Un but, immortaliser le dernier atterrissage du Concorde d'Air France. Ça fait un pincement au cœur de le voir s'arrêter. Le prestige de la France qui s'arrête. Ça fait un rapprochement avec le France. Le paquebot France, voilà. C'est quelque chose quand même. Parce que quand on a quelque chose de bien, il faut toujours la mettre en veilleuse. Alors ça pose un problème quand même. C'est émouvant parce que moi j'étais un gamin quand cet avion a volé. C'était un rêve. Notre vie est rythmée au son du Concorde qui atterrit et qui décolle. Donc je pensais qu'aujourd'hui, il fallait qu'on soit là avec toute la famille pour voir le dernier bruit. Un son et une silhouette inoubliables. C'est la dernière fois que le Concorde pose ses roues sur les pistes de Roissy. C'est un oiseau majestueux, donc c'est vraiment, il est fabuleux quoi. Vous regrettez de ne jamais être monté à bord ou pas? Ça c'est clair, oui, ça c'est sûr, oui. Le rêve supersonique va prendre maintenant le chemin des musées. Ce 31 mai n'était qu'un au revoir.
Sous les couleurs d'Air France, c'est cet après-midi que s'est déroulée la dernière liaison transatlantique du Concorde. Décollage de l'aéroport Kennedy à New York, destination Paris-Charles de Gaulle. L'embarquement des passagers, surtout des personnels d'Air France, était empreint d'émotion et l'image à garder dans un coin de sa mémoire, celle de ce dernier envol des pistes de JFK. Le plus bel hommage que l'on peut rendre à Concorde ce soir, c'est d'écouter dans la bouche de l'un de ses commandants de bord l'aventure du supersonique vécue de l'intérieur du cockpit, une histoire de cœur, de passion et surtout de famille, comme le montre ce reportage d'Alix Bouillaguet et Christophe Vignal. C'est très beau, regardez ça. Vous ouvrez une double page comme ça, il y a de quoi rêver. 100 fois, Édouard Chemel s'est installé aux commandes du Concorde. Et pourtant, aujourd'hui encore, c'est avec des yeux d'enfant qu'il le contemple sur papier glacé. Sa maison, elle ressemble un peu à un musée à la gloire du supersonique. C'est fatalement, vous vous en doutez, la pièce que je préfère, d'abord parce qu'elle est... Pêle-mêle, des affiches, des maquettes et plus de 4000 photos. Et ça, c'est un vol que j'ai fait avec Chirac. Et on est allé en Nouvelle-Calédonie. C'est un très beau vol. Toute sa carrière, le début de sa carrière a été marqué par un attachement très important pour Concorde. Et François Mitterrand ? Il a été un des présidents qui a utilisé le plus le Concorde pour se déplacer. À 18 ans, avec seulement un certificat d'études en poche, Édouard Chemel entre à Air France. D'abord au sol, puis embarqué. Il devient pilote. En 83, sacre suprême, commandant de bord du Concorde, un avion qui a suscité à ses débuts bien des superstitions. Le bang sonique qui allait faire chavirer les bateaux dans l'Atlantique Nord, le bruit qui allait faire transformer les bébés, enfin bref, les femmes enceintes qui allaient accoucher, c'est incroyable. À son actif, 2 tours du monde et 2000 heures de vol, et pas d'état d'âme sur l'arrêt du Concorde. Pour moi, ce n'est pas l'arrêt de Concorde. La star quitte la scène, simplement. Elle va retrouver une autre activité. Elle va séduire des milliers de personnes encore. Elle va rester un mythe. Et je pense que ça, à un moment ou à un autre, il fallait l'accepter. Édouard Chemel, lui, a passé le relais. Ses 2 enfants sont aujourd'hui commandants de bord à Air France. Partons pour Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars, scelle les retrouvailles des grands de ce monde après le conflit irakien, en maître de cérémonie Vladimir Poutine pour les festivités du tricentenaire auxquelles participera ce soir George Bush, arrivé tout juste de Pologne. Un simple chassé-croisé entre le président américain et Jacques Chirac qui s'est envolé, lui, pour Évian. Sur place, Dominique Derda, Franck Brisset. À la cour impériale de Russie, on venait de toute l'Europe. Pierre le Grand, disait-on à l'époque, était un souverain éclairé, un réformateur. Peu se souciait alors que les palais aient été bâtis par des paysans esclaves dont bon nombre moururent en construisant Saint-Pétersbourg. À la table de Ludmila et de Vladimir Poutine, l'Europe à nouveau se presse, et avec elle les dirigeants, pas toujours très démocrates, des anciennes républiques socialistes. Mises en musique par le Kremlin, les cérémonies du tricentenaire de la ville et les sommets qui les accompagnent ont pour le président russe des allures de couronnement, et tout a été fait pour que rien ne vienne troubler la fête. L'Union européenne, qui à l'occasion de la crise irakienne avait montré ses divisions, retrouve au palais de Constantin une belle cohésion de façade. Pour ne pas déplaire au maître des lieux, on évoquera qu'en termes très diplomatiques la guerre en Tchétchénie. L'heure n'est ni aux leçons de morale, ni aux cours de rattrapage sur le respect des droits de l'homme. Aux yeux de tous, après le chaos des années post-soviétiques, l'ancien agent du KGB représente aujourd'hui une Russie stabilisée. Ce sommet doit être l'occasion d'un nouveau départ. Il est de notre responsabilité de répondre avec ambition au choix historique qu'a fait le président Poutine en faveur de l'Europe et du partenariat euro-atlantique. Au moment où débarque George Bush, la fête est presque terminée, mais le président américain de toute évidence n'est pas fâché avant le G8 à Évian de se retrouver ce soir en tête-à-tête avec son ami Vladimir Poutine. Si la Russie se veut européenne et rêve d'appartenir à un espace commun, elle se réjouit aussi d'être ainsi courtisée, de voir, comme ces rameurs sur la Neva, l'Europe et les États-Unis s'affronter bord à bord pour emporter ses faveurs. George Bush, avant de gagner Saint-Pétersbourg, a fait escale en Pologne, qui avait soutenu les États-Unis lors de l'intervention militaire contre Saddam Hussein.
On retiendra cette visite très symbolique à Auschwitz. Dans ce camp d'extermination nazi, le président américain a exprimé la nécessité de résister au pouvoir du mal, des termes très similaires qu'il avait utilisés pour justifier son entrée dans le conflit irakien. George Bush, qui en fin de matinée prononçait un discours indiquant que l'Amérique veut une alliance transatlantique forte, il souhaite une alliance solide avec l'Europe. L'autre événement international qui s'enchaîne après Saint-Pétersbourg, c'est le sommet du G8 à Évian. S'y tiendra aussi un sommet élargi. Les premières délégations commencent à arriver. Chefs d'État et de gouvernement sont attendus, comme le président sénégalais, le Mexicain Vicente Fox, le président algérien Bouteflika, Kofi Annan ou Lula, le président brésilien, qui sont arrivés dans la journée. Et c'est toute la région qui a été placée sous haute sécurité, plongeurs d'élite, hélicoptères dans le ciel. Le bord du lac Clément ressemble à un camp retranché. Le sommet du G8 est encadré par un impressionnant dispositif que nous détaillent Mathias Silion et José Boulestex. Ils descendront du ciel. George Bush, Tony Blair et les autres chefs d'État du G8 arriveront en hélicoptère de Genève et se poseront là. 500 mètres plus loin, le Royal Park, le saint des saints de ce sommet. Sur les toits, des hommes du raid veillent. Autour, un périmètre de sécurité protège l'hôtel de luxe, zone interdite pendant toute la durée du sommet. À l'extrême droite, au dernier étage, le président américain. Au centre, Jacques Chirac. Vladimir Poutine sera logé dans l'aile gauche. Discrète à l'intérieur du palace, la sécurité est dissuasive à l'extérieur. C'est dans cette salle que les dirigeants du G8 se retrouveront. Le Royal Park, un château fort défendu par 15 000 policiers et militaires, a priori imprenable. Pourtant, depuis des semaines, les forces de l'ordre s'attendent au pire. Et pour cause, Évian est un mauvais choix en termes de sécurité, c'est ce qu'affirment tous les spécialistes. Une ville frontalière, enclavée entre des montagnes et un lac. Depuis des jours, la police, la gendarmerie multiplient les exercices sur le Léman. Le moindre bateau est systématiquement intercepté. L'attaque aérienne, même celle d'un parapente, est considérée comme un risque sérieux. C'est aussi pour cette raison que des hélicoptères patrouillent en permanence dans le ciel d'Évian. Après l'entrée en action des casseurs à Genève, aujourd'hui à Annemasse, des incidents se sont produits opposant des manifestants cagoulés au service d'ordre du Parti socialiste. François Hollande a d'ailleurs décidé d'annuler son déplacement. Les casseurs s'en sont pris à la salle où devait se tenir leur table ronde. Ils ont saccagé l'endroit, les CRS les ont dispersés. Pour éviter tout débordement, mais aussi pour aider les manifestants anti-mondialisation en cas d'arrestation, une pléiade de juristes français et suisses sont venus encadrer l'autre sommet en préparant les militants à la grande manifestation de demain. Nathalie Moisan, Emmanuel Beck. À Lausanne, c'était la première manifestation. Une répétition générale pour les gilets rouges. Armés de leurs seuls crayons et papiers, ils devaient noter tout incident avec les forces de police. Dernier réglage ce matin, demain ils seront dans la manifestation, 30 Français en Suisse et 30 Suisses côté français. Ça chauffe, on y traverse, on y va. Qu'il y ait deux groupes, un loin et un près, on voit vraiment tout. Moi je les trouve très bien. C'est après la mort d'un manifestant à Gênes il y a 2 ans qu'Amnesty International a décidé de former ses propres observateurs. On pense vraiment qu'on sera amené à avoir un effet un peu pacificateur du fait qu'on sera présent, qu'il y a une connaissance d'Amnesty International, qu'on connaît notre mandat. Si vous avez un problème, il y a le numéro de téléphone du service juridique. En Suisse aussi, où la police est réputée pour ses interventions musclées, distribution d'informations ce matin. À Annemasse, le syndicat de la magistrature dénonce d'ailleurs un dispositif policier exceptionnel. Des avocats bénévoles sont mobilisés pour défendre les manifestants arrêtés. Le dispositif judiciaire qui est en place peut permettre de s'interroger sur la possibilité de faire beaucoup de comparutions immédiates. Je vous rappelle que c'est une procédure quand même extrêmement expéditive, où les droits de la défense ne sont pas bien respectés. Cette procédure est pourtant couramment utilisée en France lors des grandes manifestations. Du côté du ministère de la Justice, on dément l'existence de centres de détention mis en place pour l'occasion, mais 2 pôles judiciaires sont bien prévus pour accueillir d'éventuelles comparutions immédiates. Et en direct d'Évian, nous vous retrouvons Gérard Leclerc. Le sommet du G8 commence donc demain avec un programme particulièrement chargé. Quels sont les enjeux essentiels de ce sommet ?
Mais écoutez, ce G8, ce sera d'abord les retrouvailles franco-américaines après la crise irakienne. George Bush et Jacques Chirac se sont croisés à Saint-Pétersbourg. Ils se rencontreront en tête-à-tête à Évian, mais un peu entre deux portes, puisque le président américain n'a pas souhaité rester plus de 24 heures en France. Sinon, la priorité, eh bien, c'est la croissance économique qui bat de l'aile un peu partout. Les 8 pays les plus puissants de la planète s'efforceront d'envoyer un message de confiance aux acteurs économiques. La sécurité, la lutte contre le terrorisme sont également au menu. Mais Jacques Chirac ne souhaite pas donner aux opinions et aux altermondialistes l'image d'un club de riches qui dirige le monde. Aussi a-t-il invité 13 chefs d'État et de gouvernement, notamment d'Asie et d'Afrique, et il compte bien donner une nouvelle impulsion aux engagements de solidarité vers les pays pauvres. Concrètement, eh bien, l'allègement de la dette, l'accès aux médicaments aujourd'hui trop chers, la lutte contre le sida ou bien encore le doublement de l'aide au développement. Autant de sujets où l'on tâchera d'éviter la discorde entre Européens et l'Amérique libérale, l'heure est bien à l'apaisement, mais c'est sur les actes plus que sur les paroles qu'on jugera ce sommet d'Évian. Merci Gérard Leclerc. Vous l'avez dit, la question du sida en Afrique sera au programme, avec notamment la lutte anti-sida qui est une priorité. L'urgence est telle qu'aujourd'hui, les 3/4 des personnes séropositives dans le monde vivent sur le continent africain. 30 millions de personnes contaminées par le sida sur les 42 millions de séropositifs sont africaines, des chiffres qui donnent le vertige. À titre d'exemple, la Zambie, où le nombre de personnes infectées représente plus de 30% de la population du pays, un désastre sanitaire et humain, l'espérance de vie a chuté sous les 40 ans, laissant à l'abandon des millions d'orphelins. Reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Meunier, Bruno Girauton. Hécatombe. Définition, grand nombre de personnes tuées ou atteintes d'un mal. Ce n'est pas une formule à sensation, un effet d'annonce. La Zambie connaît aujourd'hui, à cause du sida, une hécatombe. Le pays tout entier, mouillé de larmes, enterre ses enfants. En Zambie, l'espérance de vie n'atteint plus 35 ans. De jeunes parents qui s'en vont et derrière eux, des enfants devenus orphelins. Combien sont-ils? 800 000 au bas mot, 1 200 000 selon l'UNICEF pour 10 millions d'habitants. À titre de comparaison, imaginez une France avec 6 millions d'orphelins. À Baoléni, sur la colline du Léopard, l'école communautaire de Sœur Elisabeth n'est plus assez grande pour accueillir tous les orphelins des alentours. Quand je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait 250 enfants dans cette école. Il y en a aujourd'hui plus de 600. Parmi eux, combien ont hérité de la séropositivité de leurs parents? Faute de test, nul ne le sait. Sœur Elisabeth dit simplement que les enfants infectés n'ont sans doute pas survécu. Pour ceci, il faut donc assurer un avenir et la motivation est là. En 5 ans, l'école de Baoléni est devenue l'une des meilleures de Lusaka. Ici, ils n'ont rien à payer, pas acheter d'uniforme comme dans les autres écoles. Ils peuvent venir comme ça, sans rien, même les pieds nus, c'est tout. À l'école de Baoléni, nous avons rencontré Peggy et son sourire et nous l'avons suivie à la sortie de l'école. Son histoire est tristement banale en Zambie. Un papa mort du sida il y a 10 ans, laissant derrière lui la maladie qui emportera sa mère 7 ans plus tard. Peggy vit aujourd'hui à la charge de son oncle, charpentier au chômage. Un homme accablé une nouvelle fois de malheur. La veille, sa sœur est morte à son tour. C'est le 5e de ses frères et sœurs à succomber en pleine force de l'âge. Je ne sais pas de quoi ils sont morts. L'aîné souffrait de la tuberculose. La mère de Peggy avait mal à la tête. La pudeur, bien plus que l'ignorance, le pousse à évoquer des maladies opportunistes plutôt que le sida lui-même. Demain, après les obsèques, les 2 enfants de sa sœur viendront s'installer ici et prendront à leur tour le chemin de l'école des orphelins. Aux États-Unis, l'arrestation de celui qui serait responsable de l'attentat des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, Eric Rudolph, qui faisait partie de la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, vient d'être arrêté. Enfin, en Birmanie, Aung San Suu Kyi a été une nouvelle fois mise en résidence surveillée par la junte militaire au pouvoir. Celle qui est prix Nobel de la paix et chef de l'opposition dans le pays avait été remise en liberté il y a un an. La voilà à nouveau placée sous étroite surveillance.
L'actualité en France, Nicolas Sarkozy était en Corse aujourd'hui pour plaider une nouvelle fois en faveur du référendum. À 2 jours de l'ouverture du procès de l'assassinat du préfet Erignac, l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de dénier toute dimension politique à ce meurtre. Dans le box des accusés, un grand absent, Yvan Colonna. Voici comment les Corses appréhendent l'ouverture devant la cour d'assises spéciale de Paris de ce procès. À Bastia, Vincent Fourcade, Alain Locaccio. Le procès Erignac, les Corses en parlent peu, mais ils y pensent tous. Cela fait maintenant plus de 5 ans que leur préfet a été assassiné, mais douleur et incompréhension sont toujours dans les esprits. Qu'est-ce qu'il avait fait cet homme pour mériter ça? Personne ne mérite une chose pareille, personne. Personne n'a le droit d'ôter la vie. Si on arrive vraiment à trouver les assassins et tout, ce sera quand même... l'État sera remis à sa juste place, je pense. Rétablir l'autorité de l'État dans l'île, l'un des enjeux majeurs des jours à venir pour les Corses. Tous espèrent en effet qu'un procès exemplaire mettra un terme à la mauvaise réputation qu'a bien souvent la Corse. Nous avons été désignés comme des gens pas tout à fait normaux. On a laissé se développer une forme de racisme anti-corse. Donc il faut que les Corses aujourd'hui retrouvent une image qui soit une image positive dans la communauté nationale. Moins d'enthousiasme parfois. Ici, certains regrettent en effet que le procès ne s'en tienne qu'aux faits, sans prendre en compte l'aspect politique du dossier. Ça se justifie qu'il soit jugé. Mais il faudrait que se prendre en compte et que ne soient pas occultés tous les problèmes qui ont amené à ce procès. Mais un homme échappera à ce procès, l'assassin présumé, Yvan Colonna. Les coupables doivent être punis et le dernier doit être recherché. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il ne se passe pas 2 semaines, voire 2 journées, sans que nous nous en occupions. Ouverture des débats lundi, 80 000 pages de dossiers à étudier. Le procès devrait durer plus d'1 mois. Les suites de l'affaire Allègre, le tueur en série a été entendu hier par le juge toulousain. Il aurait confirmé en partie certaines accusations des anciennes prostituées. Yasmina Farber. Patrice Allègre n'est pas un garçon bavard. Quand il accepte de parler, ce n'est en général pas anodin. Jeudi, c'est lui qui sollicite un rendez-vous chez le juge qui instruit ses nouvelles mises en examen pour 6 meurtres. Entendu hier pendant plusieurs heures, Patrice Allègre aurait confirmé en partie les témoignages de 2 anciennes prostituées. Elle l'accuse d'être l'auteur du meurtre de Lynn Galbardi, une autre prostituée, en 1992. Fanny et Patricia affirment aussi qu'Allègre était un fournisseur de filles pour des soirées sadomasochistes très violentes, impliquant notamment des politiques et des magistrats. Le 12 mai dernier, chez le juge, Patrice Allègre avait tout nié en bloc. Aujourd'hui, l'homme semble livrer quelques secrets, mais qu'a-t-il réellement avoué? Ses avocats en diront peut-être plus lors d'une conférence de presse demain après-midi. Les révélations de Patrice Allègre sont aussi très importantes pour les gendarmes en charge de ce dossier. La hiérarchie de ces enquêteurs vient de rédiger une note destinée au ministère de l'Intérieur, une note qui estime que la crédibilité des témoins de l'affaire Allègre est douteuse. 7 tonnes de cannabis ont été saisies dans les Landes par les douaniers de Bayonne lors d'un contrôle à un péage d'autoroute. La drogue était cachée dans un camion frigorifique qui transportait des sardines congelées et 7 385 kilos de résine de cannabis. La violence routière intéresse la justice. Le procureur de Douai a décidé de requérir de la prison pendant le week-end pour les chauffards, plus utile qu'un retrait de permis d'après le magistrat Aurélia Guillemin et Alexandra Renard. C'est devenu un contrôle de routine dans ce quartier de Douai. Le carrefour n'est pas le plus fréquenté de la ville, mais qualifié par la police d'accidentogène. Car au stop, il y a ceux qui s'arrêtent et les autres. L'AR5 beige. FMU, véhiculaire. L'infraction est flagrante, l'intervention de la police immédiate. Je ne sais pas si mes collègues vous l'ont dit, mais vous risquez 4 points sur votre permis, un retrait de permis de conduire et une forte amende aussi. Une amende classique aujourd'hui qui pourra bientôt être assortie d'une peine de 2 jours d'emprisonnement ferme. De quoi sérieusement interpeller les éventuels contrevenants. J'ai fait une faute, soit, je paye au niveau de l'amende, mais la prison pour moi ça reste... ça devrait rester pour des fautes plus importantes. Stop non marqué, feu rouge grillé, vitesse excessive dans des lieux passants, autant de faits que le procureur de Douai assimile pourtant à des mises en danger de la vie d'autrui. C'est lui qui a eu l'idée du week-end en prison. Objectif,
sensibiliser sérieusement les Douaisiens au danger de la route. Une personne qui quitte son véhicule le vendredi soir, qui se retrouve le samedi et le dimanche en maison d'arrêt et qui reprend son véhicule le lundi matin ne sera pas le même conducteur. Une mesure choc qui prendra effet dès lundi dans l'ensemble de l'agglomération douaisienne. Le prix du timbre n'avait pas bougé depuis 1996. À partir de demain, il va augmenter de 4 centimes d'euros. Le gouvernement avait différé cette hausse qui touche les entreprises et les particuliers. Céline Crespi. Envoyer une lettre vous coûtera dès demain 50 centimes d'euros. Le timbre augmente de 4 centimes. Son prix n'avait pas bougé en 7 ans, alors finalement cette hausse n'est pas trop mal perçue par les consommateurs. Comme ça fait des années que le prix n'a pas augmenté, je trouve ça normal qu'il augmente. Je pense que c'est une augmentation qui ne se ressent pas tellement, mais bon, moi je pense que je suis surtout attachée à la qualité du service. Dans l'augmentation, dans la mesure où le service de la Poste s'améliore, oui. Améliorer le service, c'est en effet un des objectifs de cette hausse. Mais surtout pour la Poste, faire des économies. L'an dernier, elle affichait un déficit de 150 millions d'euros. Pas de valeur inscrite sur les traditionnels Marianne. Les timbres achetés à l'ancien tarif, 46 centimes, restent donc valables. Alors certains ont fait le plein de carnets ces derniers jours. Il n'y a pas de petites économies. Donnez-moi 5. En dépensant moins de 30 euros par foyer en timbre par an, les particuliers ne devraient pas trop sentir cette augmentation plus perceptible pour les entreprises. Peut-être que pour une société qui envoie des milliers de lettres par jour, je pense que ça changera les choses. Champagne, camembert et porte-avions Charles de Gaulle. Pour les timbres à 50 centimes, la Poste a pensé aux collectionneurs. Le terroir et l'armée sont tendance. La journée mondiale sans tabac avec cette année l'appel de l'OMS pour que le cinéma donne le bon exemple. Mais les héros sur grand écran ont la cigarette à la main. 8 des 10 films ayant le plus rapporté à Hollywood mettent en scène des fumeurs selon une récente étude. Isabelle Quintard, Bruno Vignet. La scène est mythique. Humphrey Bogart, Lauren Bacall face à face dans un jeu de séduction. Nul besoin de dialogue, une allumette, une cigarette et tout est dit. D'un coup, la cigarette devient, je dirais, l'élément intermédiaire entre parler et embrasser. Il y a tout un jeu comme ça de rhétorique du désir, de la séduction, qui passe par la cigarette. Le cinéma américain en a usé et abusé, le cinéma français lui fait encore les yeux doux. La pipe que Maigret alluma sur le seuil était déjà plus savoureuse que les autres matins. Une récente enquête de la Direction Générale de la Santé a analysé 200 films au box-office ces 20 dernières années. 80% évoquent de manière plus ou moins lointaine le tabac. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de scènes où ça vient combler un vide pratiquement. Notre demande, si vous voulez, aux professionnels du cinéma, c'est de dire est-ce que c'est bien nécessaire de combler les vides avec des cigarettes. Les auteurs de l'étude s'interrogent également sur la présence répétée d'une seule et même marque. Publicité déguisée, placement de produits, la pratique est répandue et reconnue, mais la liberté de créer, disent les intéressés, passe quand même. J'ai une éthique en ce domaine. Je ne vais pas mettre des cigarettes dans un film pour le seul besoin de gagner de l'argent. Si par ailleurs, un de mes personnages fume, que c'est un de ses traits de caractère, alors j'utiliserai des cigarettes. Elles ont toutes alimenté le mythe, mais le mythe a peut-être vécu. Une chose est sûre, entre le 7e art et les professionnels de la santé, les pages du dialogue restent encore à écrire. À Perpignan, entre 5 et 10 000 manifestants contre le projet d'installation d'une ligne électrique à très haute tension. Cette ligne tirée entre la France et l'Espagne suscite de nombreux débats et oppositions. Juliette Meurin, Nicolas Houer. Révoltés, survoltés, plusieurs milliers de Catalans sont venus crier leur opposition au projet de ligne électrique à très haute tension dans les Pyrénées-Orientales. On ne veut pas que ce pays que nous aimons tous soit saboté par des lignes à très haute tension, en sachant que ce pays vit essentiellement sur la viticulture, sur l'agriculture et sur le tourisme. Or, implanter une ligne à très haute tension aujourd'hui dans ce département, c'est le mettre sur le banc des sacrifiés. Et ça, je crois que personne n'est d'accord. La preuve, vous l'avez derrière moi. Personne n'en veut et pour cause, il en existe déjà une. Une ligne à très haute tension de 400 000 volts qui va de Baxas, près de Perpignan, jusqu'à Vic, en Espagne. Une seconde ligne, c'est 70 pylônes de plus sur 35 km côté français. Mais le constructeur est prêt à faire de son mieux pour ne pas défigurer le paysage.
On peut faire des choses pour inscrire au mieux une ligne dans le paysage. C'est tout à fait faisable. C'est-à-dire comment on peut essayer de cacher quelque chose comme ça? Ça vous paraît difficile. Il faut se mettre dans des zones de collines, par exemple. C'est une possibilité. Et si vous avez des zones de collines, vous êtes à flanc de collines. Et il suffit que la colline soit un peu plus haute que le pylône, elle s'inscrit et le pylône s'inscrit sur la végétation de voie plus haut. Pour la France et l'Espagne, il s'agit de mettre en commun des ressources électriques. C'est la garantie pour le consommateur d'un quotidien sans panne, même en cas d'intempérie. Certains manifestants accepteraient un compromis, une ligne souterraine, une solution qui coûterait alors 10 fois plus cher. À l'aube aujourd'hui, une éclipse de soleil s'est produite en Europe du Nord, visible dans l'Arctique et jusqu'à l'Écosse. L'ombre de la Lune a masqué le disque solaire quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune. N'oubliez pas vos lunettes, Sophie Rodier, Christophe Médard. Pour ce croissant de soleil, ils auraient décroché la Lune. Dans ce parc d'Oslo aux allures de stade, tous ont fait des kilomètres pour admirer le spectacle. L'ombre envahissant l'astre solaire, un moment hors du temps où les lève-tôt croisent les couche-tard. Je sortais d'une soirée et j'ai découvert par hasard qu'il y avait une éclipse. C'est formidable, vraiment. La lumière est tellement étrange. En France, c'est en Alsace que le phénomène était le plus visible. Ça y est, c'est prêt. Il va arriver là. Ça commence à rougir dans le front là-bas. Peu avant 6 heures, la Lune est bien au rendez-vous. Les plus passionnés ne sont pas déçus. Ce qui était fabuleux, c'était au moment du lever du soleil. Parce que c'est très rare que ça arrive à une telle heure. Et puis donc un soleil rougeâtre, bas sur l'horizon, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que c'est intéressant de voir que la mécanique céleste fonctionne à merveille, à la seconde près, à l'heure près. 45 minutes de bonheur, il fallait en profiter. Prochain rendez-vous de la Lune et du Soleil en France, le 3 octobre 2005. Nouveau record d'ascension du Mont Blanc, 5h15 pour ces deux alpinistes munis d'un équipement traditionnel de ski. L'aventure pour l'aventure. Benoît Gadret, Thierry Simonet. À l'assaut du toit de l'Europe, Pierre Gignoux, Stéphane Brosse, deux champions de ski alpinisme, deux athlètes d'exception en quête d'un record. Retour au petit matin, 6h, place de l'église à Chamonix, point de départ de l'ascension. C'est vrai que ça paraît assez impressionnant d'imaginer monter là-haut et en redescendre en disons 5-6 heures. 3, 2, 1, hop. Sur le premier tronçon, les deux sportifs ont chaussé des baskets. Sur leur dos, ski et chaussures, 6 kilos de matériel. Dans la vallée, les proches suivent la progression. 2 heures plus tard, Pierre et Stéphane pénètrent un autre monde, celui de la haute montagne. Ski aux pieds, encordés, ils dévorent la pente, 1000 mètres de dénivelé par heure. Refuge Valo à 4300 mètres et des crampons pour la dernière ligne droite. Ici, l'oxygène est rare. Il faut savoir qu'il y a 4000 mètres d'altitude, il manque 30% de ses capacités, donc on essaye d'aller au rythme qu'on a en bas, mais ça ne fait pas quoi. Le sommet est atteint en 4 heures, contre 36 pour une course normale. 4 heures pour 3800 mètres de dénivelé. Avant de se jeter dans la face nord du Mont Blanc, une descente effrénée, non sans incident. J'ai glissé et je suis tombé dans une crevasse, j'ai fait une chute de 4-5 mètres. Et alors là, il a fallu que mes deux skis étaient donc déchaussés au fond de la crevasse, il a fallu que je descende, récupère les skis, je ressorte de la crevasse. J'ai dû perdre 5-6 minutes facile. Retour au point de départ en 5h15. 5 minutes de plus que le record détenu par un coureur de fond. Mais l'exploit est tout autre, car il a été réalisé dans les règles de l'art, avec l'équipement de montagne et le respect de la sécurité. Du rugby, le Stade Toulousain s'est qualifié pour la finale du championnat de France en battant Agen 22-16 à Montpellier. Roland-Garros, ce devait être une journée française, mais Nathalie Deschy a été éliminée en 16e de finale. Arnaud Clément, en revanche, s'est qualifié pour les 8e de finale. Il est encore le seul Français en lice pour le simple messieurs. Nathanaël Dorinxin, Alexandre de Kitt. Sous les applaudissements du central, Arnaud Clément et Nicolas Coutelot se quittent dans la bonne humeur. Bras dessous, pour un peu on en oublierait presque qu'ils viennent de disputer un 16e de finale à Roland-Garros, que Coutelot est éliminé et que Clément reste le dernier Français encore qualifié dans le tableau masculin.
208e joueur mondial, Nicolas Coutelot, pour son premier match sur le central, joue crânement sa chance. Mais il en faut plus pour faire douter Arnaud Clément, irréprochable depuis le début du tournoi, et dont le coup droit ravageur n'a sans doute pas fini de faire des dégâts. 6-4 dans la première manche, 6-3 dans la deuxième, Arnaud Clément se montre expéditif. Pour Nicolas Coutelot, le match devient un véritable casse-tête. Après 2 heures et 6 minutes d'une rencontre à sens unique, Arnaud Clément atteint les 8e de finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Aujourd'hui, c'était moi le favori sur le terrain, et ça aussi, c'est un rôle qui est pas forcément, ce qui est un petit peu nouveau pour moi à ce stade de la compétition ici. Et aussi, Nicolas, c'est un joueur vraiment à prendre très au sérieux. Malgré une blessure au pied, l'américaine Lindsay Davenport continue sa route dans le tournoi. La française Nathalie Dechy s'incline en 2 manches, 6-3, 7-5. Cet après-midi, Nicolas Lapenti a réussi un des plus beaux coups de la quinzaine. De l'autre côté du court, Albert Costa, l'Espagnol, perd le point, mais gagne le match. Daniel Nestor et Mark Knowles, ici au premier plan, se souviendront longtemps de ce tournoi 2003. Un point a particulièrement marqué leur esprit. Bilan de la collision, 2 bosses et une dent cassée. Des oiseaux de papier de toutes sortes et de toutes les couleurs, le rendez-vous des passionnés de cerf-volant à Saint-Jean-de-Mont. Christophe de Valembras, Philippe Ritten. Avec un peu de savoir-faire et beaucoup de passion, on peut faire voler ses rêves les plus fous. Les amoureux des cerfs-volants jouent avec le vent sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Il y a les artistes qui veulent décorer le ciel, jouer avec la lumière. Et puis il y a les sportifs qui capturent l'air en un balai vif et précis. Demi-tour bas, top! Croisement, on resserre en bas, demi-tour haut, top! C'est un sport, on peut dire ça comme un sport. Nous, quand on passe 4 heures le samedi après-midi à voler, que ce soit sous la flotte, on ne peut plus dire vraiment que ce soit du loisir, là c'est du sport. C'est en même temps artistique, hein. On essaye. On monte en formation 2, 3, down. Et pour les cerfvolistes plus dissipés, il y a les combats de rokaku, où l'enchevêtrement des lignes devient un plaisir tactique. Le but, c'est de rester le dernier en l'air, de couper les lignes des autres, et tout le plaisir, effectivement, est d'avoir fait beaucoup de nœuds, beaucoup de courses à pied sur le terrain. Et toutes ces démonstrations de cerfs-volants attirent beaucoup de monde à Saint-Jean-de-Mont. Un atout essentiel pour remplir la station pendant ces longs week-ends avant la saison estivale. Aujourd'hui, les résidences secondaires représentent plus de la moitié de notre hébergement touristique. On a, dans une station comme Saint-Jean-de-Mont, 12 000 résidences secondaires. Donc, notre travail aussi consiste en effet à ce qu'ils ne viennent pas uniquement 15 jours ou 3 semaines pendant l'été, mais qu'ils viennent à tout moment. Et le cerf-volant qui joue avec le vent en une image de liberté sert parfaitement la promotion des stations balnéaires. Encore que. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h55, Jacques Dutronc, l'air de rien. 1h15, le dernier journal Eve Mété. Demain, 7h, dans Thé Café, Catherine Sellac reçoit le dessinateur Plantu. 13h, vous retrouverez Françoise Laborde. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.